Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alice Abba, je suis coordinatrice de l'association Réseau Consigne. L'association Réseau Consigne, c'est une association qui fédère les acteurs du réemploi des emballages en France. Donc, on est aujourd'hui environ 180 adhérents. Notre objectif, c'est de promouvoir et de soutenir le développement des systèmes de réemploi des emballages en France pour prévenir et réduire les déchets et la consommation de ressources. Donc, on anime un réseau d'acteurs, on accompagne et on conseille les porteurs de projets, on documente les bonnes pratiques à travers des guides, des foires aux questions, et on essaie de rassembler la connaissance sur le sujet du réemploi. On fait évoluer, on essaye de faire évoluer la réglementation et de porter la voix des acteurs du réemploi auprès de différentes cibles, dont les pouvoirs publics, les fédérations professionnelles, etc. Et donc, on met en avant les solutions. Donc, comme je le disais, on est environ 180 porteurs de projets professionnels dans le réseau qui travaillent sur une multiplicité de systèmes de réemploi et d'emballage. On a donc des projets sur les bouteilles, les bocaux en verre, sur la vente à emporter avec des acteurs qui travaillent avec des boîtes repas en verre, en plastique réemployable, en inox pour la vente à emporter, la vente livrée, pour la restauration collective qui nous concerne aujourd'hui, pour les fûts de brasserie, les colis pour le e-commerce. Donc voilà, on rassemble tous les projets de réemploi sur tous les types d'emballage. Bon, je ne reviens pas là-dessus, j'imagine que vous avez toutes et tous en tête la distinction entre réemploi, recyclage et consigne, mais simplement, on s'appelle réseau consigne, mais notre réseau rassemble les acteurs du réemploi. Certains utilisent la consigne, donc la somme supplémentaire payée par le consommateur au moment de l'achat de l'emballage pour s'assurer des taux de retour importants, mais l'ensemble de nos acteurs n'utilisent pas ce système, et Léonore en a parlé aussi tout à l'heure, il y a d'autres moyens de s'assurer de taux de retour importants. Voici un petit schéma de la complémentarité entre le réemploi et le recyclage, et qui montre bien qu'il y a moins d'étapes dans le réemploi que dans le circuit du recyclage. Et donc, à titre d'exemple, une bouteille en verre peut effectuer jusqu'à 50 cycles de réemploi avant d'être finalement recyclée. Donc, nos acteurs travaillent vraiment sur la boucle de droite. Très rapidement, hein, vous savez toutes et tous que le réemploi des emballages a pratiquement disparu en France dans les années 80 avec l'arrivée des emballages jetables en plastique notamment, qu'il subsiste tout de même dans le circuit des cafés, hôtels, restaurants où on a encore 30 à 40% des emballages boissons qui sont encore consignés pour réemploi. Et dans la région Alsace aussi, avec des producteurs de boissons qui n'ont jamais cessé de faire du réemploi. Et donc la région Alsace, il y a à peu près 25 millions de bouteilles par an qui sont encore réemployées parce qu'il y a des producteurs comme la brasserie Météor, les minéraliers Carola et Elisabeth qui continuent de faire du réemploi auprès des consommateurs dans les points de vente. Et donc, depuis quelques années, on voit que les filières de réemploi sont en train de se reconstruire un peu partout en France, donc sur différents secteurs. Alors, je ne sais pas si vous avez pu en parler ce matin dans le détail, mais je vais revenir un peu sur l'intérêt du réemploi des emballages plutôt que le recyclage. Donc, dans un premier temps, ça permet d'éviter l'extraction de nouvelles ressources puisqu'on va ne pas générer un déchet, on va réutiliser un emballage qui a été conçu pour durer. Donc, ça évite aussi les déchets sauvages puisqu'en donnant une valeur à l'emballage, on évite qu'il se retrouve jeté dans la nature. Et puis, ça permet aussi de promouvoir une agriculture locale et une consommation en circuit court, puisque le réemploi est d'autant plus intéressant qu'il s'inscrit dans un périmètre géographique restreint. Donc, il y a de nombreuses études aujourd'hui qui comparent notamment les bouteilles en verre réemployables et les bouteilles en verre recyclables. Et une de ces études qui a été faite sur la brasserie Météor, qui utilise les deux systèmes aujourd'hui, montre que des bouteilles en verre réemployables permettent de réduire de 79% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur équivalent donc à usage unique, de 33% la consommation d'eau et de 75% la consommation d'énergie. Donc ça, c'est bien sûr sur le système de Météor en Alsace,
donc avec des boucles qui font 200 km aller-retour et un nombre d'utilisations d'environ 10 cycles par bouteille. Et donc, évidemment, ces résultats peuvent varier en fonction de ces déterminants. D'autres études comparent aussi la bouteille en verre réemployable à d'autres types de contenants jetables, donc, comme la canette en aluminium à usage unique, qu'on voit revenir largement aussi dans les filières brassicoles. On voit que c'est une tendance qui commence à s'installer, mais ce que disent les études, et notamment celle de Zero Waste Europe avec Reloop, c'est que la bouteille en verre réemployable permet de réduire de 57% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à une canette en aluminium et de 70% par rapport à une bouteille en PET à usage unique. Ils ont fait aussi la comparaison entre caisses en plastique réemployable et des caisses en d'autres matériaux jetables. Et pareil, les caisses en plastique réemployables permettent de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre, de 88% par exemple par rapport au carton à usage unique. Donc globalement, en fait, ces résultats, on va dire l'impact des dispositifs de réemploi, il va être influencé par différents paramètres et notamment le taux de réutilisation des emballages. Donc plus on réutilise l'emballage réemployable, évidemment, plus on va réduire l'impact environnemental, les distances de transport et les modes de transport et le taux de recyclage des emballages à usage unique avec lesquels on compare les dispositifs de réemploi. Donc c'est vraiment les 3 déterminants principaux. Au-delà des impacts environnementaux, le réemploi permet de créer des emplois locaux, non délocalisables, pour le lavage des contenants, pour la logistique, la maintenance des machines, etc. Par exemple, en Allemagne, on estime que le système qui est bien installé de bouteilles réemployables pour les boissons permet de générer 5 fois plus d'emplois qu'un système basé sur l'usage unique. Les impacts économiques également, pour les collectivités locales, alors sur du long terme évidemment, hein, mais ça peut entraîner des diminutions de frais de gestion des déchets et des économies en matière de propreté des rues, puisqu'on a moins de déchets sauvages. Pour les producteurs, une fois les investissements initiaux amortis et les boucles logistiques optimisées, les systèmes de réemploi des emballages tendent à être moins coûteux que l'usage unique. On voit aussi d'autant plus en ce moment avec le coût des matières premières qui grimpe et notamment des bouteilles. Avec un système de bouteilles réemployables, on maîtrise, on va dire, les coûts. Et pour les consommateurs, en Alsace, par exemple, où les systèmes de réemploi sont encore bien développés sur les boissons, les Alsaciens et Alsaciennes achètent leur bière et leur eau à un prix similaire et jusqu'à 20% moins cher, 25% moins cher dans des bouteilles consignées, puisqu'on répercute évidemment les économies qu'on fait au niveau de la production. Donc voilà, ça c'est évidemment pour des systèmes optimisés. Au-delà de ça, le réemploi, c'est une attente citoyenne forte, comme en témoignent les nombreux sondages qui ont pu être faits, ou encore la Convention citoyenne pour le climat qui avait une proposition sur le développement de la consigne pour les bouteilles en verre qui n'a pas été retenue malheureusement en l'état. Donc voilà, si vous avez des questions sur les impacts, notamment environnementaux, n'hésitez pas à consulter notre site dans l'onglet « Le réemploi des emballages » qui répond aux questions un peu génériques et notamment sur les distances de transport, sur la consommation d'eau, qui sont des arguments qui reviennent souvent dans le débat pour contrer le développement des systèmes de réemploi des emballages. Donc maintenant, je vais parler un peu des solutions qui existent pour effectuer cette transition des emballages jetables aux emballages réemployables. On a rédigé au niveau du réseau consigne un guide à destination des collectivités locales pour identifier les leviers d'action qu'elles ont à leur disposition pour développer le réemploi. Donc ce guide recense les retours d'expérience positifs, comme parfois un peu moins de collectivités locales qui ont mis en place, aidé à mettre en place des dispositifs de réemploi sur différents secteurs.
Donc, n'hésitez pas à le consulter. Il est téléchargeable depuis notre site internet dans l'onglet ressources. Et donc, je vais présenter quelques exemples du guide juste après. Donc déjà, concernant la restauration collective, le choix peut être fait de se fournir en produits conditionnés dans des emballages qui sont réemployables. Aujourd'hui, on a un certain nombre de producteurs qui conditionnent leurs emballages, leurs boissons pardon, dans des emballages réemployables. C'est le cas, on a des producteurs de jus, on a des vignerons, on a des brasseurs, on a des producteurs de boissons gazeuses, aussi de producteurs de denrées alimentaires en bocal. Donc voilà, il y a tout un panel de produits qui sont commandables dans des emballages consignés pour réemploi. On a mis en place aussi un pictogramme au niveau national qui s'appelle le pictogramme Rapportez-moi pour emploi, qui permet d'identifier ces produits. Et donc, au niveau de la France, on a différentes filières régionales qui se sont développées. Donc, ces filières, vous les voyez sur cette carte. Et donc, en fait, elles accompagnent les producteurs. Elle les conseille sur les changements de bouteilles, par exemple, d'étiquettes qu'il va falloir mettre en place pour passer aux emballages réemployables. Et ensuite, elle collecte, elle lave et elles fournissent donc des emballages réemployables à ces producteurs. Donc, il y a ces opérateurs régionaux, il y a aussi des laveurs comme Eternity System ou Usage qui accompagnent les producteurs et s'occupent de la partie lavage. Mais ces opérateurs régionaux, donc, ils offrent un service clé en main aux producteurs. Et donc, ils ont aussi des catalogues de produits consignés qu'ils peuvent vous fournir pour voilà, les commander pour vos restaurants. Donc, ils sont en train aussi de se structurer nationalement. Et nous, cette année, Claire en parlait tout à l'heure, on a mis en place la première version d'une gamme standard pour les bouteilles, pour justement pouvoir faire en sorte qu'une bouteille qui est conditionnée dans le nord de la France, une bouteille de bière qui est conditionnée à Lille et qui est bue à Marseille, puisse être récupérée par le projet l'incassable ou la consigne de Provence et revendue à un brasseur local. Et donc éviter que le contenant ait à repartir dans le nord de la France pour être lavé et reconditionné par le même brasseur. Donc voilà, on a mis en place cette première version qui va permettre cette mutualisation. Donc, il y a un autre exemple aussi dans le guide qui concerne la restauration collective. C'est l'exemple de la cuisine centrale de Bordeaux-Mérignac, donc qui est responsable d'environ 23 000 repas par jour, donc à destination des écoles pour le portage de repas aussi à domicile. Et donc là, le retour d'expérience, c'est sur la mise en place de caisses en plastique réemployables qui viennent remplacer les cartons jetables. En fait, avant, les yaourts étaient conditionnés dans des cartons jetables et ensuite sur des caisses en plastique qui étaient ensuite filmées ou alors dans des cartons alvéolés jetables directement. Et donc, ils sont passés à des caisses réemployables, donc emboîtables et empilables comme celles que vous voyez, au départ pour des raisons plus d'optimisation. Et ensuite, ils ont vu que ça générait beaucoup moins de déchets. Et donc, ils disposent directement les yaourts dans ces caisses qui sont donc réemployables. Donc, ces changements, il y a dû y avoir plusieurs changements de process pour arriver à ce changement, notamment les informations réglementaires qui étaient auparavant sur les cartons ont dû être mises directement sur l'opercule des yaourts. Ensuite, dans l'entreprise qui fournissait les yaourts, la mise en carton était automatisée, donc il a fallu aussi changer ça. Donc au final, ça a été des discussions avec le fournisseur pour voir quels étaient les changements à opérer. Et ensuite, une mention dans le cahier des charges, une obligation donc d'avoir des caisses réemployables consignées pour les yaourts.
et donc, ce changement a permis notamment donc de réduire les déchets, évidemment, mais aussi d'optimiser le temps de manutention et aussi l'espace de stockage, puisque ces caisses sont empilables et emboîtables. Donc ça, c'est un retour d'expérience que vous pouvez aussi retrouver dans le guide. Sur le portage de repas à domicile, donc Laetitia vous a parlé tout à l'heure de l'expérimentation qui a été menée sur la communauté de communes du GIES 3, qui est mentionné aussi dans le guide. Il y a un autre retour d'expérience qui est celui de Fontenay-sous-Bois, donc une disposition qui est un peu différente puisque c'est une zone urbaine. Ils ont une cuisine centrale. Donc c'était intéressant de mettre ces deux retours d'expérience. Et donc à Fontenay-sous-Bois, vous pouvez aussi retrouver le témoignage sur Internet, puisque Zero Waste France avait fait un webinaire avec Fontenay-sous-Bois où il explique vraiment tout ce qui a été mis en place et un peu les conclusions de ce retour d'expérience. Mais c'était donc des contenants inox micro-ondables, donc qui sont effectivement un peu chers. Et donc l'expérimentation a été plutôt positive pour environ 90%, il me semble, des bénéficiaires. Ça n'a pas du tout posé de problème. Donc, c'est aussi à retrouver dans le guide et sur la chaîne YouTube de Zero Waste France. Voilà, on a aussi des acteurs donc, qui travaillent sur la vente à emporter. Donc, en restauration collective, ça peut aussi vous concerner. Là, vous les voyez sur la carte. Ce sont des acteurs qui travaillent à la fois pour la restauration commerciale, mais aussi pour la restauration collective en entreprise et la restauration collective publique, on va dire. Et donc, ils proposent un service clé en main de mise à disposition réassort de boîtes repas réemployables. Donc, ils peuvent être en verre ou en plastique réemployable aussi, ça dépend des projets, et qui accompagnent à la mise en place aussi de la consigne monétaire ou d'autres systèmes d'incitation au retour. Ils fournissent des kits communication et un lavage aussi industriel si besoin, si vous n'êtes pas équipé de système de lavage. Donc voilà, on a aussi au sein du réseau des acteurs qui peuvent vous accompagner à la fois sur les études de faisabilité, sur par exemple le portage de repas à domicile. On a des acteurs qui sont à la fois opérationnels et qui font aussi du conseil, de l'accompagnement pour les collectivités locales et les entreprises, pour les aider à paramétrer leurs projets, savoir quel contenant choisir, quelle organisation logistique, et qui peut faire ce travail-là pour vous. Donc, n'hésitez pas aussi à nous transmettre vos cahiers des charges sur des études, des accompagnements que nous, on peut transmettre dans le réseau. Et il y a des acteurs qui vous répondront, qui vous feront des propositions. Donc voilà pour la présentation du réseau et du guide. Eh bien, merci beaucoup, Alice. Je pense que ça va inspirer certains d'entre nous. Alors, il y avait une question dans le fil de discussion de Madame Roux, si je ne me trompe pas. Peut-être que vous pouvez la dire à l'oral. Oui, oui. Bon, bonjour madame. C'était par rapport aux consignes et aux lieux de possibilité de la carte que vous aviez mise sur les, voilà, c'est celle-là, voilà, sur les consignes. Et je constatais qu'il n'y avait rien sur les Hautes-Alpes. Donc, je me demandais s'il y avait une possibilité de travailler avec des départements limitrophes, sachant que j'imagine que là, dans ces cas-là, il y a le surcoût du déplacement et puis un impact carbone qui se rajoute. Donc, il n'y a pas forcément l'intérêt à ce moment-là. Alors, ça dépend. Je pense que c'est intéressant quand même de prendre contact avec ces différents projets limitrophes parce que, ils discutent entre eux aussi pour savoir sur quelle zone ils peuvent agir. Et puis, en fonction des projets, ils peuvent peut-être mettre en place certaines choses. Je sais que par exemple, sur le territoire de la Drôme-Ardèche, ma beauté, ça pas revient c'est quand même un territoire qui est assez rural avec des distances qui sont importantes. Ils ont trouvé des systèmes de stockage tampon avec des conteneurs pour éviter d'avoir à se déplacer trop souvent et donc de massifier. Donc ça peut être des choses qui peuvent être mises en place aussi. Donc je pense que ça vaut le coup quand même de les contacter pour savoir ce qu'il est possible de faire. D'accord, ben merci bien.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions parmi les participants? Sinon, moi, j'avais une question, mais peut-être qui s'adresse plus à Madame Blondeau, mais peut-être que vous, Alice, vous pourrez répondre. Concernant le lavage, souvent, on nous fait remonter les interrogations suivantes, c'est-à-dire que les cuisines nous disent qu'il faut que lorsqu'on lave à l'extérieur nos contenants, quand ils re-rentrent chez nous, on a l'obligation de les relaver. Est-ce que vous avez des informations là-dessus, sur ces obligations qui existent ou qui n'existent pas, qui sont, je ne sais pas, mal comprises peut-être ou voilà. Je sais que oui, on en parlait en préparant le webinaire, c'est ce que disait Madame Prat. Moi, j'ai pas ces informations. On a un certain nombre de nos adhérents qui livrent des contenants lavés, et donc il y a un transport du contenant lavé vers un client, et il n'y a pas besoin de relavage. Alors peut-être qu'il y a certaines structures pour lesquelles c'est nécessaire, mais moi, en tout cas, je n'ai pas ces retours-là. Je ne sais pas si, Éléonore, toi, tu as des infos là-dessus. Alors, il y a une différence aussi entre laver et rincer. Nous, dans l'industrie agroalimentaire, notamment des grandes marques B2C, effectivement, vont rincer les bouteilles. Donc là, Alice, je pense que tu peux, dans les bouteilles, par exemple, si tu veux dire ce qui se passe. Oui, alors nous, nos adhérents conseillent aux producteurs de rincer les bouteilles avant Voilà. les entreprises, Mais pas de les relaver, quoi, sinon, voilà, rincer, c'est différent de laver. Laver, ça inclut le lavage, c'est-à-dire physique, entre guillemets, la désinfection, microbio, bactériaux, allergènes, pathogènes, et le séchage. Alors qu'un rinçage, c'est souvent un passage à l'eau claire, donc l'eau potable, sachant que, en ce qui nous concerne, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, le rinçage est déjà à l'eau claire et le séchage permet ensuite de garantir qu'il n'y ait pas de recontamination. Mais effectivement, nous, on discute aujourd'hui avec des industriels pour la partie emballage primaire qui, de toute façon, nous ont dit on re-rincera vos emballages avant de les utiliser. Donc, attention entre lavage et rinçage, il y a une petite nuance. Et donc, sur la partie, donc effectivement, on avait parlé pour la préparation, nous, on n'a aucun établissement hospitalier qui nous a dit qu'il avait une obligation de laver lui-même les emballages. On n'a que des industriels qui nous ont dit qu'ils avaient envie, mais c'était pas forcément une. Enfin, ils nous ont pas cité une norme ou une loi particulière sur le fait qu'ils devaient rincer. Donc moi, je pense que la bonne pratique est de rincer, mais je ne suis même pas sûre qu'elle soit réellement nécessaire du point de vue autant sécurité alimentaire que du point de vue impact environnemental, évidemment. Donc ça, je pense, ça fait partie des points à éclaircir dans tous les groupes de travail auxquels on participe pour tous, Alice, tous les membres de la on est assez consultés dans plein de groupes de travail différents. Et c'est vrai que finalement, il y a aujourd'hui beaucoup de laboratoires qui sont consultés pour aller tester du point de vue microbio, bactériaux, en fonction du type de packaging, des durées de stockage, comme je le disais, le rapport entre le contenu, le contenant et le contenu contenant. Donc, tout ça joue énormément. Et donc, à mon avis, ça va s'affiner dans les réglementations en vigueur. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas d'obligation de laver. Il y a une pratique de rincer. Mais voilà. Et après, si jamais vous avez connaissance, parmi tous ceux qui sont là aujourd'hui, d'infos sur ça, on est très preneurs, mais on n'en a pas encore entendu parler pour l'instant. Justement, c'est vraiment une question récurrente et notamment sur quelques territoires qui hésitent un peu sur vers quelle solution ils doivent se tourner. C'est vraiment, je ne suis pas arrivée moi non plus, j'ai cherché à un moment donné parce que je me suis dit, bon, sanitairement parlant, il doit y avoir quelque chose qui les oblige à relaver sur place une fois qu'il y a un transport quelconque. J'ai rien trouvé non plus, donc je ne sais pas, parce que c'est vrai que si vous assurez tout le suivi logistique, à toutes les étapes,
l'assurance que l'hygiène est là à un moment donné. En tout cas, la question que je me pose aussi, c'est si on re-rince, ça veut dire aussi de la consommation d'eau derrière. Enfin, parce que là, on parle beaucoup de plastique aujourd'hui, mais il faut quand même prendre aussi un enjeu énorme, tout aussi énorme que les plastiques, que va être la ressource en eau. Si derrière, on re-rince encore des contenants, je me demande, ça va avoir le cycle de vie du contenant en verre ou en inox pour qu'il soit viable sur les impacts de manière globale, ça va en rajouter ça va rajouter forcément une étape. L'enjeu, il est effectivement sur le conditionnement après lavage, donc lavage incluant encore une fois le lavage, la désinfection, le séchage. Il faut effectivement là un conditionnement hors d'eau, hors d'air. Aujourd'hui, malheureusement, quasiment la seule solution pour faire ça, c'est un système de film thermorétractable, ce qui génère de l'emballage, donc du déchet. Mais malheureusement, aujourd'hui, pour avoir un emballage hors d'eau, hors d'air, il n'y a pas 46 solutions. J'ai eu connaissance très récemment d'acteurs qui travaillent sur des emballages réemployables isothermes, donc ce qui voudrait dire hors d'eau, hors d'air. Mais il y a encore un peu de temps avant qu'ils soient sur le marché. Donc pour l'instant, mais comme les verriers qui sortent des emballages propres de leur four, les emballages sont filmés hors d'eau, hors d'air pour des questions de sécurité alimentaire, mais aussi de logistique. Il faut bien voir qu'évidemment, ça évite la casse au transport et c'est les standards de palettisation qui permettent de réduire aussi les coûts logistiques. Donc voilà. Après, la démarche de vouloir du zéro plastique ou du zéro usage unique, c'est une démarche continue d'amélioration continue. Il faut bien voir que s'il n'y avait que des films thermorétractables post-lavage en tant que déchets, par rapport à toute la quantité de déchets qui est évitée grâce au réemploi, c'est tellement significatif que, c'est horrible ce que je dis, mais on peut se permettre d'avoir encore ça, sachant que ces films sont en monomatière, il peut y avoir une filière de recyclage qui est créée derrière, sachant que le recyclage, ce n'est pas la solution, et j'espère qu'on aura une solution zéro déchet derrière. Mais voilà, pour ce qui est l'emballage primaire, hors d'eau, hors d'air. Par contre, quand on parle de caisses de transport ou de palettes, nous, on a certains de nos clients qui utilisent des élastiques réemployables. Et donc là, il n'y a pas de film. Donc, au moment de la repalettisation, on met des élastiques de transport qui sont réemployables. Et ça, c'est super. C'est zéro déchet, c'est réemployable. Et voilà. Mais dans ce cas-là, il faut forcément rincer à réception. Alors là, je parle d'une caisse de transport, boulangerie, fruits, légumes, viande. Attends. Peut-être pas viande, en tout cas, fruits, légumes et boulangerie. Ils utilisent des élastiques et bien que le produit soit après au contact direct de la caisse, ça fonctionne. Bon, voilà, on voit bien la remarque de Madame Torcol, c'est le serpent qui se mord la queue, il faut vraiment qu'on garantisse les conditions sanitaires, enfin ça c'est évident. De toute façon, aujourd'hui, l'idée, comme toujours sur ce sujet, malheureusement, des plastiques, mais bien d'autres, c'est historique, dès qu'on fait face à ce genre d'enjeu qui nous dépasse un petit peu, forcément, là, on doit être un peu tous les géo-trouve-tout qui partageons nos solutions au fur et à mesure, parce qu'en effet, il n'y a pas de solution 100% facile à mettre en place, pas chère, qui est viable sur tout le cycle de vie, etc. Enfin, il va falloir que tout ça va prendre un peu de temps. Les acteurs se structurent. C'est pour ça qu'on fait intervenir aussi le réseau consigne. Vous voyez le Agores, il y a beaucoup d'acteurs. Petit à petit, on les voit fleurir. Cette carte de France aujourd'hui, enfin, c'est quand même super de voir le nombre d'acteurs et je suis sûre que dans quelques années, il y en aura bien plus. Donc, voilà, c'est ensemble, en comprenant bien les contraintes de chacun, comme le disait Éléonore, c'est vraiment en mettant autour de la table, là, comme on fait un peu aujourd'hui, chacun avec son métier, en comprenant chacun nos contraintes, qu'on va pouvoir avancer. Mais en effet, il n'y a pas de solution magique, malheureusement, mais on va petit à petit y arriver. Et encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec ce sujet. Le film sur la logistique, mais par contre du film blanc ou transparent, parce qu'on a un gros sujet en région, en tout cas, on aimerait y travailler, moi je vous recontacterai.
tout ce qui est plastique dans la logistique, aujourd'hui, on a un gros souci quand même avec le palettage, avec du plastique noir. Ça, c'est intraitable, ingérable derrière. Ça, personne ne veut le racheter. Donc, voilà. Mais tout ça, il faut petit à petit tester, se rendre compte des choses de Samantha. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres interventions, du coup. Non. Il y a Madame Siliberti qui dit que chez Usage, ils ont mis en place des solutions aussi qu'il faut aller voir peut-être concernant la sécurité sanitaire, mais qu'effectivement, le rinçage, ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'impact, sinon, serait vraiment important. De toute façon, tous les acteurs du réemploi aujourd'hui garantissent, tout le monde fait des tests microbiaux, tout le monde garantit que les emballages sont propres. Et en fait, parfois, on se pose un peu des questions parce que c'est des nouvelles filières, etc. Mais des questions qu'on ne se posait pas sur l'usage unique. Et par exemple, on se dit, est-ce qu'on rince des emballages à usage unique qu'on reçoit en restauration, par exemple, pour la vente à emporter, alors qu'en fait, les contenants employables sont beaucoup plus contrôlés. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi peut-être des questions qui viennent parce que c'est nouveau, mais en tout cas, tous les acteurs du réemploi garantissent par des tests microbiaux en suivant la réglementation en vigueur que les contenants sont bien propres. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Oui, mais après, c'est vrai qu'on vient marcher sur les plates-bandes d'industriels de l'usage unique et du coup, il faut montrer patte blanche. Mais bon, ça se tassera et puis la réglementation est de notre côté pour le coup. Donc, donc ça va aller dans le bon sens. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, d'autres réflexions. En tout cas, là encore, voilà, c'est riche. On voit que ça se développe. Et du coup, vous, avec le réseau Consigne, j'avais une dernière question. Est-ce que vous voyez aussi la restauration collective, la restauration privée se saisir de ça et vraiment venir vous chercher pour trouver des solutions aussi de plus en plus? La restauration commerciale ? Oui. Oui, sur la vente à emporter, il y a beaucoup de porteurs de projets, en tout cas, qui apportent des solutions. Après, faut arriver à convaincre les restaurants parce que c'est quand même une autre organisation. Les coûts sont parfois aussi pas très avantageux quand certains emballages jetables sont à 7 centimes. Oui. C'est difficile d'être compétitif, mais aujourd'hui, il y a des offres réemployables sur la vente à emporter qui sont compétitives. Et puis après, sur tout ce qui est restauration collective privée aussi, il y a des solutions qui se mettent en place avec des entreprises qui font appel à des projets pour collecter des emballages et les mettre à disposition de leurs salariés dans des frigos qui sont ensuite, les emballages sont ensuite récupérés, lavés et remis dans le circuit. Donc oui, ça bouge. Après, il faudrait qu'il y ait plus de réglementation pour que ce soit vraiment un élan plus important. C'est sûr. Non, en tout cas, on a fait un beau tour à la fois d'expérience, de solutions, de fausses solutions aussi. Ça, c'était intéressant de vraiment se rendre compte que certains acteurs vont venir nous vendre du biosourcé, du compostable, du biodégradable et qui n'est pas forcément toujours justifié ou certifié et qu'il faut se méfier de ces solutions qui arrivent toutes prêtes. Donc avec cet annuaire, ces catalogues-là que l'on a vus. Donc on reviendra vers vous avec toutes les présentations, tous les liens nécessaires et puis on reste disponible de toute façon sur ce sujet. Merci à tous les intervenants et intervenantes. Ah oui, Alice, on voulait vous dire que l'exemple que vous citiez tout à l'heure de Fontenay-sous-Bois, c'était l'intervenant de ce matin. Ah d'accord, ok. Intervenu au titre d'Agorès en fait. Du coup, mais c'est super, ça boucle la boucle. Ça marche. Merci beaucoup.
On vous souhaite une bonne fin de journée. On espère que voilà, ça vous a inspiré, que vous pourrez trouver des solutions chacun à votre niveau. Merci à tous, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.